Bienvenue à tous dans Mobility TV. À une époque, les voitures faisaient vroom. À cette époque que nous vivons, les voitures font bzzz, si j'ose dire. Les voitures électriques, on va en parler et on va se poser la question de savoir si 2020 va être l'année du véhicule électrique. Avec Patrick Pellata, bonjour, ancien numéro 2 de Renault, qui a évidemment contribué à faire les voitures électriques françaises, puisque on peut dire que la Zoé cartonne et vous êtes à l'origine du projet. Et donc, vous allez nous en parler. Gilles Normand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du VE, du véhicule électrique chez Renault et des services de mobilité également. Bonjour à Thibaut Mourat, bonjour, de l'association R, et à Clément Moulison, bonjour, de l'Aver. Alors justement, est-ce que c'est le moment ou jamais, Thibaut ? Alors, ça fait quand même quelques années qu'on entend que le véhicule électrique, c'est son année et que ça va décoller. Ce qu'on peut dire, c'est que, ça a pris du temps jusqu'à présent. Et que 2, effectivement, il y a quand même, de mon point de vue, un alignement des planètes avec à la fois ce que l'on a vécu dans la crise sanitaire et économique que l'on est en train de vivre encore, parce que la crise économique est encore devant nous. Vous n'allez pas dire quand même merci le Covid ? Pas merci le Covid, mais il y a sans doute eu aussi des éléments intéressants, déclencheurs, en direction du véhicule électrique aussi avec le Covid. Les enjeux liés au développement durable, plus que jamais, nous semblent aujourd'hui prépondérants et être sur la table, et il faut absolument traiter la chose. Donc bien évidemment, on sent qu'il y a un effet d'entraînement qui, moi, me semble intéressant pour cette année. L'alignement des planètes, je pense que c'est une bonne expression. Ça veut bien dire que petit à petit les choses se sont mises à plat. C'est-à-dire que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a commencé, nous, sur le véhicule électrique. Bon, Patrick peut témoigner, mais c'est vrai que en fait, le véhicule électrique, ça ne se décrète pas, ça se prépare. Donc c'est beaucoup de travail, former plus de 30 000 personnes dans le groupe. Et ce que l'on voit aujourd'hui, avec plus de 300 000 clients qui utilisent le véhicule électrique aujourd'hui, c'est qu'en 2016, le véhicule électrique, c'était 0,5% du marché européen. Cette année, depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 4% du marché européen. Donc c'est vrai que c'est niche, mais c'est de moins en moins niche. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont des acheteurs rationnels qui viennent de véhicules électriques. Donc j'aime bien cette expression, l'alignement des planètes. Et puis on a quand même un gouvernement qui non pas encourage à l'achat des véhicules électriques, on peut dire ça. À l'Aver, vous le constatez ? Bien sûr. C'est vrai que notamment les dernières annonces du président de la République sur le plan de relance du secteur automobile ont très bien identifié la mobilité électrique comme étant une solution pour relancer l'économie. Donc avec derrière des aides, que ce soit la prime à la conversion, le bonus écologique. Donc effectivement, le gouvernement a très bien identifié la mobilité électrique. Patrick Pellata, lorsqu'on vous commencez, quand on est aux prémices du dossier du véhicule électrique chez Renault, quelle est d'abord la situation non pas sanitaire mais écologique française ? Quelles sont les préoccupations ? Pourquoi diable, j'allais dire, avoir lancé ce chantier ? D'abord, il y avait une préoccupation en fond de notre pensée qui est toujours vraie. Ce qui est de plus en plus vrai, c'est que la prise de conscience s'est généralisée. C'est avec le réchauffement de la planète, il va falloir que les transports automobile, en gros, c'est 15%. Je le fais très, très simple. Automobile, c'est-à-dire véhicules particuliers et véhicules utilitaires, c'est 15%. Donc, une tonne de CO2 ou une gigatonne de CO2 sur 6 qui est envoyé dans l'air, par des voitures ou des véhicules utilitaires légers. Et ça veut dire, si on vise un jour zéro, c'est des biocarburants ou c'est des véhicules électriques. Et à condition que l'électricité soit verte. À condition que l'électricité soit verte, mais le GIEC le dit très bien. En ce moment, il y a 2 grands secteurs en fait, qui évoluent vite, conformément à peu près au scénario du GIEC. C'est la production d'électricité. Et c'est maintenant l'automobile, avec le décollage du véhicule électrique en Chine, et puis la pente qui est brutalement en train de s'accélérer en Europe. Alors elle s'accélère en Europe, pourquoi ? Parce que l'Europe a pris des décisions qui font qu'il n'y a pas le choix pour les constructeurs. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir des véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour ne pas payer des pénalités qui sont très importantes. C'était la seule manière de dire aux constructeurs aujourd'hui, voilà, on vous met un pistolet sur la tempe, enfin j'exagère un peu, mais c'est mon côté marseillais, on vous met un pistolet sur la tempe et si vous ne faites pas de véhicule électrique ou en tout cas de voitures à faible émission, vous ne pourrez pas continuer à en vendre. Alors l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça parce qu'en fait les normes, la norme de 95 là, qu'il faut passer 2020-2021, c'est quelque chose qui a été décidé en 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement. Et à l'époque c'était difficile
c'était difficile, mais pas totalement irréaliste, quoi. Et puis il y a eu la crise de Volkswagen, hein, la crise diesel de Volkswagen, le Dieselgate, prise de conscience supplémentaire. Le diesel qui fait quand même 15% de CO2 en moins que l'essence de façon générale descend. Oui, on va pas rentrer dans ce débat, mais il y a les particules fines, c'est compliqué. Oui, non, mais je parle CO2 parce que la norme et les pénalités sont là-dessus, et ça c'est décidé il y a, je vous dis, c'est 8 ou 9 ans. Suffisant. Voilà, ça, c'est et donc à ce moment-là, on passe de... La courbe, elle descend régulièrement, elle est à 117 grammes il y a 2 ans, et aujourd'hui, elle est en 2019, elle est à 122. Et il faut être à 95, si vous voulez, l'année prochaine, enfin en 2020. C'est difficile pour les constructeurs. Donc c'est difficile pour tout le monde. Alors, la pression, elle doit être là parce que si on veut que forcer une transition, une migration d'un système qui a duré quand même pendant plus de 100 ans vers quelque chose qui est quand même très nouveau, très novateur, il faut qu'il y ait un peu de politique en forçant un peu la consommation. Alors, message aux constructeurs, c'est aussi un message aux consommateurs, parce que le message, il n'est pas seulement sur le fait positif pour le véhicule électrique, mais aussi on va renforcer un peu les contraintes sur le véhicule thermique. Hein. Et puis, de plus en plus de gouvernements locaux, comme les villes, et puis on a vu qu'il y a un contexte avec une poussée verte dans un certain nombre de pays européens, vont faire que de toute manière, il y a une attente et une appétence très forte pour décarboner la mobilité, surtout dans les jeunes générations. Donc je pense qu'effectivement, avoir un coup de pression et puis des incentives, on l'a dit, pas seulement en France, hein, d'ailleurs l'Allemagne aussi a pris beaucoup d'incentives donc, pour le client, fait que je trouve que l'équilibre des deux marche plutôt bien, comme l'a dit Patrick. Et c'est vrai qu'encore une fois, migrer d'un système séculaire à un nouveau système, il faut mettre un petit peu de pression pour que le système évolue. On a l'impression, il y a quelques années, quand on parlait de la voiture électrique, il y avait toujours cette même image du client potentiel qui habitait un immeuble au 4e étage et qui disait « mais comment vous voulez que je tire la prise jusqu'à ma voiture qui a... » On a l'impression que c'est fini ça, hein, j'entends plus trop ça. C'est au moi. Le problème est toujours là. Il y a quand même encore un certain nombre d'écueils. Il y a quand même des choses qui ont été réglées dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui permet quand même de faciliter un certain nombre de choses. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, je trouve ça très juste. À un moment donné, quand même, on change de paradigme. Il faut quand même, pour les constructeurs traditionnels, on doit quand même percevoir le gap. Ça fait quand même de très nombreuses années qu'on vend des voitures qu'on recharge en 5 minutes, on fait 800 bornes avec, et elles coûtent X. Et on passe à un modèle où on aura... un mode d'organisation pour la recharge qui est un peu différent, qui peut être totalement indolore, mais il faut quand même un peu s'adapter, il faut faire les choses de manière un peu différente, avec peut-être une autonomie un peu différente, mais finalement ça peut répondre à beaucoup de sujets, et peut-être avec un prix un peu différent. Du coup, il y a quand même aussi un discours, une appréhension du client, un accompagnement du client qui est peut-être un peu différent. Et ça revient à mon exemple avec la prise électrique, mais il y a une acceptation qui est nouvelle. Tout à fait. Et qui commence à faire son chemin. Un tiers des clients en Europe qui envisagent d'acheter un véhicule neuf dans les prochains mois considèrent le véhicule électrique. Un tiers. Considération, c'est au très haut niveau. Oui. Il y en a 4% qui achètent, donc on voit bien qu'il y a effectivement de la déperdition dans le système. Mais un tiers, c'est énorme. Et si vous prenez les jeunes, alors avec une précaution oratoire, c'est que les jeunes n'achètent pas de voiture, mais bon, si vous prenez les jeunes, c'est 10 points de plus. Mais ça veut bien dire effectivement qu'il y a une prise de conscience qui va en ce sens-là. Oui. Et pourtant, les modèles électriques, on a vu encore Citroën dernièrement proposer une voiture avec le prix d'un forfait téléphonique qui peut se balader justement en ville. Ça aussi, ça fait partie du changement de paradigme. Oui, de manière générale, je pense que toute la question liée aux mobilités est repensée. On l'a dit, c'est pour la recharge, c'est pour le coût. C'est pas que le coût d'achat, par exemple, qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est vraiment le coût qu'on a à l'usage de son véhicule, et ça, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a en tête. Les entreprises le font très bien, les particuliers n'ont pas forcément toujours cette habitude. Donc, de façon plus globale, on voit aussi qu'on se dirige aussi vers des modèles de location de longue durée de plus en plus. Il y a un peu moins d'attachement chez Nouvelle Génération, en particulier aux véhicules individuels et à sa possession, même si ça reste une part importante. Donc voilà, je pense que de manière globale, l'électrique, c'est aussi une invitation à repenser tout ça, à repenser notre conception de la mobilité, à repenser notre conception de nos déplacements au quotidien. Et qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent que c'est un phénomène qui va durer un certain laps de temps ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va abandonner l'électrique pour encore autre chose, et parmi les pistes qui viennent aussi, c'est l'hydrogène, puisque on dit que l'hydrogène
cumule toutes les qualités, puisque effectivement on peut recharger sa voiture, comme vous le disiez à l'instant, comme aujourd'hui avec une voiture thermique, et en même temps avoir les mêmes qualités qu'une voiture électrique. On va revenir vite fait sur l'hydrogène, parce que il faut faire tomber quand même un certain nombre de mythes. Il faut revenir à la physique de base, hein. C'est-à-dire pour casser une molécule, pour avoir de l'hydrogène propre, il faut partir de l'eau aujourd'hui. Et pour casser une molécule d'eau, pour avoir 1 kg d'hydrogène qui vous permet de faire à peu près 100 km, peut-être 110, ça dépend des voitures, il vous faut 33 kWh déjà. Ça, c'est de la physique, hein. Après, il faut mettre un rendement là-dessus, il faut comprimer, transporter, recomprimer, passer dans la pile à combustible. À la fin, si vous avez mis 100 kW dans la 100 kWh d'électricité, vous allez en mettre dans le moteur électrique 25. Si vous passez par une batterie, vous partez de 100, vous allez en mettre 90 dans le moteur électrique. Donc, si on avait une abondance d'électricité telle qu'elle coûtait quasiment rien, on pourrait faire ça. Dites-moi dans quel pays on est comme ça n'existe pas. J'aimerais quand même apporter une petite nuance sur ça. Il faut bien un peu débattre sur le sujet. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est le département de la Vendée. Notamment le syndicat d'énergie en charge de, en gros, les réseaux et la production énergétique sur le territoire de la Vendée. Ce qui se passe, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup investi sur les énergies renouvelables, beaucoup d'éolien notamment, d'ailleurs avec des contrats qui arrivaient en fin de surabondement financier là ces dernières années, donc grosse production d'électricité renouvelable. Et le problème de l'électricité renouvelable, c'est qu'elle produit à des moments où parfois on ne consomme pas. Mais c'est pour ça qu'on utilise des batteries. Et l'enjeu, c'est que aussi on peut stocker sous forme d'hydrogène. Oui, mais d'où l'intérêt. Non, mais je termine. D'où l'intérêt qui est plutôt très intéressant, c'est de stocker quelque part de l'énergie fatale. Jusqu'à présent, cette énergie n'était pas stockée. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut le stocker sous forme de batterie. Je vous rejoins totalement. Mais on peut essayer peut-être de voir si on ne peut pas stocker sous forme d'hydrogène. Je crois que les technologies ne doivent pas s'opposer. Et dans un premier temps, déjà, le stockage de l'énergie, la bonne nouvelle, c'est que nous, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que nos batteries, elles ont une durabilité qui va être bien supérieure à la durée de vie d'un véhicule. Elles vont tenir à peu près jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser à peu près une dizaine d'années dans une durée de vie automobile, puis après, on va recycler tout ce qui est, c'est-à-dire la coquille, qui n'est pas la batterie, et la batterie on peut encore l'utiliser. On fait une expérience à Porto Santo qui justement c'est une île de l'archipel de Madère, et on a fait ça avec WWF France, on démontre qu'en 10 ans c'est décarboné complètement l'île parce qu'elle utilise de l'éolien ou du solaire pour générer l'électricité. On met nos batteries d'occasion en seconde vie pour stocker l'énergie, et du coup ils peuvent ou avoir de l'électricité pour leur parc immobilier ou même pour leur parc automobile. Et ça, je pense que c'est vraiment une évolution qui est importante. Après, sur l'hydrogène, je pense qu'il y a des applications qui vont être utiles pour l'hydrogène. Les vaisseaux de transport, les camions qui vont faire des très grandes distances. Je pense que dans ce cadre-là, l'hydrogène peut faire sens. C'est pour ça qu'à mon avis, l'hydrogène, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a nous-mêmes des applications. Mais pour répondre très concrètement à votre question, je pense que on a quand même une situation climatique qui est importante, et on sait maintenant, c'est démontré. Il y a des ONG comme Transport et Environnement qui l'ont encore démontré. Oui. Vous prenez la moyenne des émissions de CO2 aujourd'hui d'un véhicule thermique, et un véhicule électrique, c'est 60% de moins, y compris la production de la batterie. Et si vous êtes en Pologne, ou alors vous produisez avec du charbon, c'est quand même 30% de moins. Donc ça veut bien dire que l'EV, ça contribue à réduire les émissions de carbone. Et cette solution, elle est disponible maintenant, parce que dans l'automobile, ce qui est important, c'est d'avoir la durabilité, d'avoir la sécurité, c'est-à-dire que les batteries qu'on a, voyez, on n'a pas eu d'incendie, on n'a pas d'accident, etc. C'est important dans l'automobile. Et puis d'avoir des coûts. Aujourd'hui, bon, je me permets de le dire quand même, une Zoé, c'est 159 € par mois, si vous l'achetez en achat intégral. C'est raisonnable. Donc, cette solution, elle est disponible. Alors, je ne dis pas que dans 10-15 ans, on aura d'autres solutions, mais je dirais que de grâce, focalisons-nous sur la situation actuelle, puis si dans 15-20 ans, il y a une autre technologie, on s'y adaptera. Clément Mollison, l'état de l'énergie, l'énergie verte, c'est lequel quand on regarde le monde entier, et en particulier près de chez nous, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'énergie est 100% verte partout, et du coup, tout le monde peut rouler en voiture électrique, puisque ça n'a du sens, encore une fois, que si l'énergie est verte. Déjà, ça dépend ce que vous mettez derrière énergie verte. Et je pense que tout le monde n'aura pas forcément la même définition. Si aujourd'hui vous dites que l'énergie verte, c'est uniquement les énergies renouvelables,
Dans ce cas-là, le mix français, non, on n'est pas encore à 100% d'énergie renouvelable. Si on y ajoute le nucléaire, déjà on a un mix énergétique qui est décarboné, donc déjà c'est une très bonne chose, et comme ça a été rappelé, même dans les mix carbonés, le véhicule électrique permet quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça déjà c'est le premier point. Le second point, et comme ça a été dit pour l'hydrogène, la batterie peut aussi permettre de stocker des énergies renouvelables. Et avec la possibilité de la restituer au réseau, on va permettre de stocker l'intermittence et de stopper un peu l'intermittence de l'énergie renouvelable et pouvoir rendre au réseau cette énergie. Donc le développement des énergies renouvelables va s'appuyer sur le développement de la mobilité électrique. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et, oui, pardon, Gilles Normand. Je voudrais rebondir parce que vous touchez du poing une réalité très importante. C'est que le véhicule électrique et la transition du véhicule électrique doit s'accompagner d'une transition énergétique. C'est pas l'un contre l'autre ou l'un après l'autre. Je prends l'exemple de l'Allemagne, parce qu'en plus, comme c'est pas comme ça en France, on peut pas juger, puis on dit que l'Allemagne génère beaucoup d'électricité avec son charbon. En 2019, pour la première fois, c'est passé un peu inaperçu, l'Allemagne a généré plus de courant de manière renouvelable qu'avec du charbon. Y compris du courant nucléaire français. Exact. Bon. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'Allemagne a une vraie transition énergétique et donc elle accompagne ceci. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et en Europe, on sait bien que tous les investissements aujourd'hui sur de nouvelles capacités de production de véhicules électriques sont sur du renouvelable ou du décarboné. Alors on a un point important qu'il faut souligner aussi, c'est que la quasi-totalité des véhicules électriques se rechargent pendant la nuit et c'est là que dans tous les pays du monde, il est le moins carboné. C'est-à-dire que quand on prend un mix électrique, le mix électrique moyen européen, on se trompe, il faudrait regarder le mix de la nuit européen, et il est bien meilleur. L'Agence internationale de l'énergie a fait une belle étude là-dessus qui montre que, et ça va aller en s'accentuant, ces choses-là. Qu'est-ce que vous répondez aux observateurs qui critiquent les batteries qu'il faut recycler, voilà. Je pense que Gilles Normand en a déjà parlé, c'est-à-dire que les batteries vont durer beaucoup plus longtemps que ce qui était imaginé au début. À la fin, qu'est-ce qu'on fait au bout de 20 ans de la batterie ? Alors, après, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, alors je suis dans une... Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, donc je peux pas te... Enfin, je veux dire, il y a des programmes de travail, on sait recycler des batteries aujourd'hui. Du point de vue environnemental, il y a une méthode qui est nettement meilleure que les autres et elle est développée. Il y a après des programmes de recherche, dont un programme au CEA là, très important avec une entreprise française sur l'évolution de faire que en recyclage. Ça veut dire qu'on sait faire ou ça veut dire qu'on ne sait pas encore faire et on est presque. On sait faire. C'est un peu cher. C'est un peu cher, en particulier pour le lithium. Ça va pour le nickel, ça va pour le cobalt, mais ça va pas encore bien pour le lithium. Ce qui n'est pas un problème de ressources, parce que le lithium il y en a, mais c'est un problème si on ne sait pas le recycler. L'économie circulaire, c'est aussi nécessaire que le réchauffement planétaire. Et ça, donc, c'est en développement en ce moment, mais on a le temps, parce qu'en gros, le gros des batteries, il va arriver en gros dans 20 ans, quoi. Avant, il va y avoir les voitures accidentées et tout, mais on est sur des volumes tout petits. Et pour l'instant, il faut recycler les batteries des téléphones portables et des... c'est tout. Ça fait partie du... Vous voyez, donc, vous connaissez peut-être l'entreprise Carwatt, donc tous les chariots qui, dans les aéroports, alors aujourd'hui c'est un peu moins utilisé, mais qui déchargent en fait les valises des avions. Donc avant c'était des moteurs diesel, donc maintenant on a une entreprise qui est en train d'électrifier tout ça avec des batteries de seconde vie de nos véhicules. Donc ça marche. On a un bateau sur la Seine qui s'appelle Black Swan. Pour la première fois, ils ont mis des batteries. Alors en plus, il a fallu qu'on fasse un packaging spécifique parce que bien sûr, il faut que ça soit totalement résistant à l'eau et étanche. Mais la question, la réponse est vraiment de dire, effectivement, dans les 10-15 premières années de migration utilisée de manière automobile, 10-15 années suivantes, ça va être une seconde vie. Et à la fin, ça sera du recyclage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait techniquement faire le recyclage, donc ça ne sera pas un problème. Et je veux bien dire quelque chose de très important, c'est que nous, en tant que constructeur automobile, on a l'obligation du recyclage en fin de vie. L'avantage, c'est que, contrairement à des batteries, les petites batteries boutons que tout le monde met un peu à gauche et à droite, nous, nos batteries, c'est entre 200 et 700 kilos. Bon, c'est pour ça que on ne peut pas les retirer, quoi. Est-ce que c'est pour ça que chez Renault, il y a
en plus l'option de la location de batterie, parce que vous préférez ne pas, j'allais dire, la mettre entre les mains de l'acheteur de la voiture? Non, parce qu'in fine, la responsabilité, même si on la vend directement au client final, on aura cette responsabilité de recyclage en fin de vie. La location, c'est la loi européenne. Ouais. Non, la location, c'était surtout au début pour le fait de dire finalement, regardez, C'est moins comme cher. les batteries coûtent quand même un certain prix, ça vous permet d'avoir une équation économique qui est plus raisonnable et on vous fait de la location de batterie. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent je veux acheter mon véhicule tout compris, y compris la batterie, et maintenant on leur vend. Et on voit que le mix maintenant est vraiment en train d'aller plus vers ce qu'on appelle l'achat intégral plutôt que la location de batterie. Mais c'est une évolution qui est positive. Dernière question pour clore ce chapitre sur le véhicule électrique et l'année 2020 qui pourrait effectivement booster les ventes. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent encore, qui disent bah oui, mais alors quand on met la clim, tout d'un coup, je vois l'indicateur qui me met plus de 100 km, il m'en met plus que 120. Est-ce qu'on est à l'ère du bebop et on va avoir le téléphone portable, le smartphone dernière génération qu'on a dans quelques années? On juge personne, c'est un constat parce que c'est aussi ça fait partie de l'évolution. Ou est-ce que dans 10 ans on va avoir des voitures qui vont avoir 800, 900, 1000 km d'autonomie, où on mettra la clim, il n'y aura pas de problème, aujourd'hui on hésite entre les différentes applications, mode sport, bah non je ne vais pas faire le mode sport parce que sinon je ne vais pas arriver à destination. On est à la 3e génération de Zoé, donc elle avait 150 km au début, maintenant elle a quasiment 400 km en usage réel. On a énormément progressé sur la gestion thermique et justement ces problèmes de chauffage, etc. Je vais juste répondre par des chiffres. Ce mois-ci, on vient d'avoir les chiffres du mois de juin, on a fait en Europe 12 000 commandes de Zoé, et on va à peu près matriculer 10 000 commandes de Zoé. Donc dans l'industrie automobile, quand vous arrivez à des niveaux de 10 000 par mois, ça commence à compter, et là on voit bien qu'on est plus dans des clientèles de niche qui sont ceux qui sont sensibles à la technologie ou ceux qui sont sensibles à l'environnement. Non, là c'est vraiment en gros, ce mois-ci, ça va être, cette année, depuis le début de l'année, c'est quand même le 4e modèle Renault le plus vendu en France, de toute la gamme, sur le véhicule particulier. Donc on voit bien que l'amélioration elle est perçue par les clients et c'est pour ça qu'ils y viennent de plus en plus. C'est confirmé. Si la voiture en 1980 faisait vroom, aujourd'hui elle fait de plus en plus bzzz. Merci beaucoup Patrick Pellata, Gilles Normand, Thibaut Mourat et Clément Molison d'avoir participé à Mobility TV.